Bien, alors rappel. Le lean management, donc j'ai dit, c'est deux grandes orientations et 4 ou 5 grands axes, hein, schématisés donc pour se faire comprendre dans des conférences comme ça. Les deux grandes orientations qui sont évidemment complètement interdépendantes et complémentaires, vous avez dit, c'est d'une part l'orientation financière, tout le monde comprend bien, ce sont les actionnaires et les marchés financiers qui commandent et qui essayent à court terme de dégager toujours le plus de liquidités des entreprises, et pour des dividendes et pour les placer sur les marchés financiers, ce qui fait qu'on peut y compris liquider une entreprise qui marche bien si on trouve à placer de l'argent et faire plus de fric avec sa vente. Et de l'autre côté, complètement complémentaire, l'orientation client qui consiste à trouver tous les moyens possibles et imaginables de vendre le plus possible, de découvrir, d'inventer, de créer de nouveaux marchés pour réaliser par la vente l'accumulation des profits et des liquidités financières. En insistant sur le fait que cette orientation client, de ce quoi je ne peux pas parler dans ces 3 séances, mais peut-être que j'en ferai une autre et que ça vous intéressera, cette orientation client, elle est animée, dirigée, impulsée par une fonction absolument fondamentale, dont tout le monde entend parler, mais dont peu de gens connaissent le contenu vraiment, qu'on appelle le marketing. Et en particulier, justement, le marketing client avec le CRM, Customer Relationship Management, qui est la gestion de la relation client individualisée. Voilà ces deux grandes orientations. Et donc là-dessus, 5 axes de management fondamentaux, que je vous avais un peu décrit la dernière fois. Le premier, c'est l'alliance du flux tendu et de la flexibilité. Il faut réduire tous les temps morts au maximum. Il faut que la productivité du travail soit la plus constante possible entre le moment où un produit est conçu et le moment où il est vendu. Ça, c'est le flux tendu. La flexibilité, là je suis obligé d'aller vite, je vous rappelle, c'est essentiellement la flexibilité de l'emploi. On adopte constamment la masse salariale aux fluctuations du marché. Et donc, le licenciement, le chômage n'est pas seulement une composante économique, c'est une composante politique du management. Je pense que c'est très important ça, avec 2 aspects de cette composante politique. D'une part, une composante qu'on pourrait appeler de technique managériale, c'est comment on ajuste la masse salariale aux fluctuations du marché en la réduisant constamment le plus possible. Et d'autre part, c'est une mesure fondamentalement politique, puisque ce que Marx appelait l'armée de réserve, cette masse énorme de millions de gens qui cherchent du boulot, fait pression sur ceux qui en ont et qui hésitent évidemment à faire grève, à râler ou à revendiquer sous peine de risquer de se faire virer. Donc flux tendu, flexibilité. Deuxième grand axe, c'est le management de la qualité totale. Je ne m'étends pas, je vous l'avais donné, qui est essentiellement sous prétexte de satisfaire le client en lui livrant des produits de qualité, qui est essentiellement une technique de surveillance, de contrôle des salariés, de contrôle de leur productivité. Alors j'ai oublié, j'aurais dû le dire en premier, la fonction contrôle de gestion, qui est un contrôle de gestion financier, qui est un axe essentiel. Les tableaux de bord sont quotidiens pour vérifier que le ramassage des liquidités prévues se fait bien au rythme prévu. Sinon, on prend des mesures. 4e élément, sur lequel je vais beaucoup revenir aujourd'hui, donc la gestion individualisée des ressources humaines. Vous avez dit, j'avais insisté la dernière fois sur cet aspect quand même terrible de nous appeler des ressources.
dans le cadre de l'économie de l'allocation des ressources la plus fluide et la plus fiable possible. Donc je vais y revenir. De même, je vais aussi venir donc, plus précisément aujourd'hui sur le 5e axe qu'on devrait appeler la propagande managériale, mais qui s'appelle la communication des entreprises. Voilà, pour ce rappel. Alors un petit mot. Ah, vous pouvez me donner une montre, s'il vous plaît, parce que sinon j'en ai pour 3 plombes. Merci. C'est quand le dernier CARA au moment que vous devez partir? Absolument. Je ne m'en rappelle plus. 1h30, ok. Et là, il est... Je vois rien. Et midi. Ok. Il n'y a pas une montre avec des chiffres. Merci. Je vois. Alors, un petit mot sur... très rapide. Des fois, quand je vous dis j'y vais à la hache, c'est vraiment que c'est d'un schématisme absolument outrancier. Mais pas faux non plus, quoi. Mais c'est des points de repère. Alors là, c'est vraiment un point de repère sur l'histoire du management ou de la direction et de la gestion des entreprises, on devrait le dire plutôt comme ça, mais management, c'est plus court. Management, c'est... Je vous l'avais dit aussi la dernière fois, c'est très important. Là, je vais aborder l'aspect entreprise. Mais management, du point de vue strict, c'est le management, c'est la direction et la gestion de l'entreprise et du marché. D'ailleurs, la discipline du marketing, originellement, s'appelle marketing management. C'est-à-dire que le marché se manage. Et on essaye, je vous proposerai une autre conférence là-dessus, on essaye avec le copain avec qui on a écrit La vie marchandise, on veut démontrer qu'on ne peut plus séparer l'organisation de l'entreprise et l'organisation du marché. C'est une même entité gérée en tant que telle. Et l'entité ultime gérée en tant que telle, c'est chacun et chacune d'entre nous, puisque nous sommes à la fois, en général, travailleurs et consommateurs. Et nous nous nuisons à nous-mêmes, le travailleur nuit au consommateur en nous, et le consommateur nuit au travailleur en nous. Bon, ça c'est... Donc aujourd'hui, je traiterai management de l'entreprise, mais management, c'est entreprise et marché. À tel point que les marketeurs eux-mêmes considèrent qu'ils font travailler les consommateurs. Gratuitement, évidemment. Voilà, donc un petit mot donc, sur ce mot, parce qu'à l'origine, c'est le mot français de ménage. Le ménage, c'est-à-dire comme... On ne disait pas, le mot gérer n'existait pas d'ailleurs, hein, comme on organise, comme on s'occupe de l'espace domestique, qui était le plus souvent dirigé et géré, évidemment, et qui l'est souvent encore aujourd'hui, par les femmes. Ménagère. Et le mot anglais management vient de là. Donc, très schématiquement, on peut déceler 3 grandes étapes du management, c'est-à-dire des méthodes de gestion et de direction de l'entreprise. La première étape qu'on peut qualifier de sauvage, totalement libérale, totalement dominatrice, hein, qui est la période qui est comme ça aujourd'hui dans les zones dites délocalisées, que l'économie d'entreprise appelle les zones franches. Là, c'est le capitalisme sauvage, quoi. Hein. Pas de syndicalisme, travail des enfants, persécution. Pour environ, aujourd'hui, on estime à 60-70 millions de salariés en zone franche. En plus, c'est très pratique parce que dès qu'une zone devient un petit peu trop revendicatrice, syndicaliste, tout ça commence à pas aller, on ferme et on s'installe ailleurs. C'est ce qui se fait à grande échelle aujourd'hui en Chine.
pays extraordinaire, capitalisme dirigé par un parti communiste, enfin dit communiste. Hein, et en Chine, c'est exactement ce qui est en train de se faire, parce que ça commence sérieusement à gréver, à revendiquer, à lutter, voire à émeuter sur tout le littoral chinois où ils ont installé les grandes concentrations industrielles. La plus grande, Foxconn, c'est sur un seul site, 130 000 salariés. Sur un seul site. Hein. Et donc quand ça commence à déconner, ils commencent à fermer sur le littoral. Et là, du coup, ils vont installer à l'intérieur de la Chine, ce qui crée des émeutes du côté des paysans. Enfin bon. Donc le capitalisme sauvage, il est bien vivant aujourd'hui. Il y a d'autres sauvageries dans le capitalisme que nous connaissons aujourd'hui, mais sous couvert de code du travail, bon, ainsi de suite. Ce capitalisme sauvage, en Europe, donc essentiellement, il a prévalu grosso modo jusqu'au début du XXe siècle, c'est-à-dire, on appelait ça la monarchie patronale, c'est-à-dire le pouvoir absolu, total, du patronat sur les salariés. La deuxième grande période est le cours de la fin du XIXe siècle jusqu'à l'après Seconde Guerre mondiale. Là aussi, je vais à la hache, hein, où a régné un mode de management qu'on a appelé Tayloro-Fordisme. Du nom de l'ingénieur Frederick Winslow Taylor, qui a inventé ce qu'il a appelé l'organisation scientifique du travail, dont, encore une fois, la principale caractéristique d'entreprise est de parcelliser à outrance les tâches et les fonctions des ouvriers exécutants. Bon, tout le monde a vu Charlie Chaplin. Peut-être, il y a des jeunes qui commencent à dire qu'ils ne l'ont pas vu, mais c'est rare. Hein, en train de visser ses boulons dans les temps modernes, sur le tapis qui circule, du travail à la chaîne encore. Donc, parcellisation à outrance du travail et séparation totale des méthodes d'organisation du travail et de son exécution. Il y a encore aujourd'hui dans beaucoup d'usines ce qu'on appelle un bureau des méthodes. Ce sont des ingénieurs spécialisés dans l'organisation du travail, avec des gens qui chronomètrent, qui vérifient. Bon. Donc séparation totale de la conception et de l'exécution, ce qui avait créé le cadre des ouvriers spécialisés, les OS, c'est-à-dire il y en a encore aujourd'hui. Moi j'ai visité il y a quelques années Findus, où on voit des ouvrières mettre des oignons parce qu'il n'y a pas de machine qui arrive à bien réguler ce truc, donc du coup il faut que ça se fasse à la main, sur les pizzas ou les tartes qui circulent. J'ai visité aussi Salomon à Annecy, où on voit des ouvrières qui ont des bras mécaniques qui leur font reculer, avancer comme ça pour placer sur des skis les fixations. Voilà. Après, il y a les vis qui tombent. Donc ça existe encore. Mais ça s'est réduit parce qu'il y a eu, dans les 30 dernières années, une énorme automatisation, robotisation de ces tâches répétitives, dangereuses aussi, manuelles. L'autre grande caractéristique, je ne pourrais pas beaucoup insister, parce que ça c'est la partie marché, mais très souvent j'ai remarqué que mes collègues qui enseignent la sociologie du travail n'en parlent pas, voire même ne le savent pas, c'est que Taylor disait lui-même, il faut échanger l'obéissance absolue dans l'entreprise contre quelque chose, parce que sinon, les prolos, ils ne vont pas accepter. Donc, le seul échange qu'on puisse faire, c'est qu'on leur promet une augmentation du pouvoir d'achat en fonction de l'augmentation de la productivité, et que comme ça, ils pourront consommer, être au confort, être bien. C'est Taylor qui invente cette idée de la consommation de masse. Et c'est ensuite Ford qui l'a... Taylor dit pour obtenir la paix sociale. Et c'est Ford qui va
lui, étendre ce principe d'échange de l'obéissance à la productivité contre du pouvoir d'achat et de la consommation. Il va l'étendre, lui, à ses propres usines et à ses propres automobiles comme modèle. Il fait acheter ses bagnoles par les ouvriers en les payant un peu mieux, mais en leur faisant produire un peu plus. Et Ford, c'est du taylorisme plus la chaîne de production. C'est lui qui l'invente, la chaîne de production automobile. Il en a l'idée après avoir visité des abattoirs où il voit circuler les carcasses de bœuf. Ce qui donnera à l'ingénieur Ono aussi, en visitant un abattoir, ça lui donnera l'idée du flux tendu, enfin bon, ainsi de suite. Et c'est Roosevelt, à partir du New Deal, aux États-Unis, dans les années 30, après le premier grand crash financier, qui généralise ça. Productivité contre consommation de masse, ce qu'on a appelé compromis fordien. Si vous rencontrez ce terme, compromis fordien, c'est vous fermez votre gueule à l'intérieur, vous produisez le plus possible, ce qui n'a évidemment pas été le cas, et à l'extérieur, vous aurez du pouvoir d'achat, et ça a eu lieu pendant 25 à 30 ans. Le niveau de vie a pu augmenter, la vie des gens s'améliorer, et ainsi de suite. Qu'on a appelé faussement en France 30 glorieuses, puis loin d'avoir été glorieuse pour tout le monde. J'ai un copain à mon âge qui est un ex-ouvrier qui dit pour moi ça a été les 30 glaireuses. Mais bon, voilà. Mais il n'y avait pas de chômage. Il y avait une protection sociale beaucoup plus forte qu'aujourd'hui et c'était totalement nouveau. D'où les gens de ma génération. Beaucoup de gens de ma génération, à 20 ans, en 68, étaient persuadés que 10 ou 20 ans plus tard, nous serions le pouvoir des ouvriers et des salariés et que tout irait bien. Enfin, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et la troisième étape, celle dont je parle plus particulièrement aujourd'hui, donc à partir du début des années 70, très lentement, et puis beaucoup plus rapidement, 80-90, donc c'est l'étape de la libéralisation financière, de la globalisation et de ce qu'on appelle rapidement aujourd'hui, parce qu'on ne trouve pas un qualificatif précis, néo-management ou lean management. Voilà. Donc j'en viens à cette question de pourquoi on parle de management de la subjectivité. Et aussi, je vous dirai ce qu'un sociologue qui s'appelle Dejour a appelé, très justement à mon avis, management à la menace, en découvrant en France et en Europe qu'un fait relativement nouveau, qu'il y avait à partir des années 90 des suicides sur le lieu de travail, et pour les raisons d'organisation du travail. Alors, comme j'ai fait un petit retour sur le mot de management, là aussi c'est hyper à la hache. Je vais faire un petit retour sur le mot de subjectivité. Obligé. Ça ne devrait pas être à la hache. Enfin, c'est ce que je fais partie de ces sociologues, donc, dont d'autres ont trouvé beaucoup plus de choses que moi, je le dis en toute modestie, mais je fais partie de ces sociologues qui considèrent, avec modestie, encore une fois, que les mouvements syndicaux et politiques, les organisations syndicales et politiques, ont manqué deux choses dans les 30 dernières années. Nous, donc, moi je les ai manqués comme tout le monde, nous avons manqué l'importance que prenait l'organisation du travail dans l'opposition entre les salariés et les patrons. Pas eu, depuis 30 ans, de grandes luttes vraiment sur des questions précises d'organisation du travail. C'était le plus souvent, c'est ce que nous faisons tous, c'est pouvoir d'achat, emploi. Et un peu conditions de travail, mais conditions de travail, c'est pas organisation du travail, j'y reviendrai. Donc, il y a eu un rendez-vous manqué de ce point de vue-là, qui est une des diverses raisons qui peut expliquer l'affaiblissement du syndicalisme en France, en Europe et ailleurs.
Et il y a un deuxième rendez-vous manqué, alors celui-là est beaucoup plus difficile. Je vais préciser, hein. C'est l'importance des phénomènes, des processus psychiques, subjectifs, dans la façon dont nous, salariés, nous pensons notre situation dans le travail. Il y a un mot que nous avons tous à la bouche depuis des années et des années, c'est individualisme. Hein, c'est-à-dire, les gens de mon âge ont vu progresser donc, en 40 ans l'affirmation de l'importance de son individualité, de sa singularité, de ce qu'on pense, de sa créativité, de sa personne, voilà. Et ça n'a pas été pris en compte parce que la tradition et l'habitude du syndicalisme et des organisations politiques de gauche, c'est le collectif. Donc, grande difficulté à prendre en charge des problèmes dits individuels. On a cru que la souffrance, c'était des problèmes individuels. Mais dans la mesure où il y a 500 personnes depuis 10 ans qui se suicident chaque année et qu'il y a des millions en dépression nerveuse, en troubles psychosomatiques et tout, c'est plus un problème individuel. C'est évidemment un problème collectif. Donc je veux dire quelque chose sur ce que j'entendrais quand j'emploierais ce mot de subjectivité. Je tiens à dire, de façon extrêmement vulgaire, pardonnez-moi, que ce n'est pas un enculage de mouche d'intellectuels. Hein, c'est bien, vous ne réagissez pas de façon révoltée. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors, qui apparaît comme quelque chose, entre guillemets, d'intellectuel, parce qu'on n'a pas l'habitude de le traiter. Hein, je vais vous donner un exemple qui est tout à fait clair. C'est l'histoire du combat contre les accidents de travail. Au début de ce combat, qui a été avec le taylorisme, justement, il y avait beaucoup d'accidents de travail. La lutte a commencé sur ces questions. Et au début de la lutte sur ces questions, l'opinion courante était qu'un accident de travail, c'est une question individuelle. C'est de la faute de celui qui a eu son accident. Voilà. Et là, on dit, c'est individuel. S'il est malade, c'est qu'il est fragile, c'est qu'il a bien cherché, c'est que s'il fait une déprime, c'est parce qu'il a des ennuis dans son couple. C'est-à-dire que la subjectivité, ce qu'on a dans notre tête, est toujours ramenée à une question individuelle. Alors, comme je vais essayer d'expliquer, qu'elle est collectivement structurée. Voilà. Alors, c'est dommage, vous ne prenez pas de notes, mais bon, ça c'est mon défaut d'enseignant. Très bien. Je vous félicite. À l'examen, je vous mettrai... je vous ai repéré. Donc, mettons, pour comprendre, trois choses dans subjectivité. D'abord, une chose évidente, c'est ce qu'on a dans la tête, la conscience. Et dans cette conscience, il y a du savoir, il y a de la rationalité, il y a de l'imagination, il y a des idées qui circulent de partout. Il y a ce à quoi on croit, ce à quoi on ne croit pas. Bon, conscience, rationalité, imagination. Plus particulièrement, il y a une deuxième chose dans ce qu'on appelle notre subjectivité, c'est que pour nous, le monde, il a un certain sens. Si vous permettez, j'en parle pas parce qu'il y en a tellement qu'on en parlait ces derniers jours, mais c'est une réalité. Un musulman n'accorde pas le même sens exactement à la vie qu'un athée ou qu'un chrétien ou qu'un juif, ou un juif n'accorde pas le même sens à la vie qu'un musulman, qu'un athée, qu'un musulman, bon. Tout en pouvant partager les mêmes valeurs en étant français. Le sens de la vie n'est pas le même pour tout le monde, il évolue selon les périodes, il évolue selon les époques, il y a un sens de la vie différent, avec des cultures différentes, en Asie, en Afrique, en Europe. Bon. On met du sens dans notre vie.
Par exemple, aujourd'hui, ce qui a énormément de sens pour des millions de gens dans les pays industriels, c'est consommer, et encore consommer, et puis plonger sur toutes les innovations. Bon. Puis il y en a d'autres que c'est pas ça. Bon. Donc, du sens des valeurs. Là, aujourd'hui, on a parlé de cette valeur républicaine, la liberté d'expression. Cette valeur n'est pas une valeur dans toutes les cultures et les civilisations du monde. Dans beaucoup de cultures, ce n'est pas la liberté d'expression, c'est ce qu'a dit le livre sacré. Donc, du sens des valeurs. Et j'ai oublié mes lunettes, évidemment, alors voilà. Et ce qu'on pourrait appeler des raisons de vivre. Des raisons de vivre. Alors, excusez-moi, souvent je parle de ma vieillesse, mais enfin bon, c'est une comparaison utile de ma génération. Dans ma génération, chez les ouvriers, la majorité des ouvriers et des salariés, parmi tant d'autres, il y a une raison de vivre très forte, qui est anticapitaliste. C'était grosso modo quand même la moitié de la population française, alors à divers degrés, hein, qui espérait qu'un jour il y aura une société sans patron. Bon, on va pas dire. Moi, je dis la moitié parce que ça se traduisait dans le vote pour, à l'époque, le Parti socialiste, qui n'était pas du tout le même aujourd'hui, le Parti communiste. Mais enfin, il y avait des millions de gens qui avaient cette raison de vivre. Changer de société. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Il y a des chances qu'il y en ait en proportion un peu plus dans cette salle. Parce que l'intérêt pour ces questions-là pourrait le montrer, mais bon. Oh putain, faut que je me magne. Voilà. Et si vous voulez, c'est important, ça. Vous concevez comment c'est important? Parce qu'on y réfléchit rarement, et on en parle rarement. Mais ces raisons de vivre, ce sens de la vie, la question de l'entreprise, alors là, c'est très net. Jusqu'à l'orée des années 80, l'entreprise, on ne le disait pas comme ça, tellement c'était évident, avait une image négative, mais on ne disait pas image négative, parce que l'entreprise, c'était le taulier, c'était le turbin, hein, c'était le chef, on le surnommait le singe, même pour des gens de droite, quoi. L'entreprise, on le percevait comme négatif, quoi. Et puis, à partir des années 80, hop, tout le monde parle de l'image réhabilitée de l'entreprise. Bon, elle se redétériore à nouveau depuis quelques années, mais voilà. Vous n'avez pas la même raison de vivre et le même sens de vie quand vous entrez et que vous n'aimez pas votre taulier, ou quand vous entrez dans la boîte et que vous attendez que votre manager vous guide. Vous voyez bien que ça, on ne travaille pas de la même manière. C'est bien une question de subjectivité. Et puis il y a un troisième truc, alors celui-là est le plus difficile, je ne vais pas m'en préoccuper aujourd'hui. Il se trouve que je suis de ceux qui accordent du crédit à ce qu'on appelle la psychanalyse et que je suis persuadé qu'il y a en nous quelque chose d'inconscient qui agit en nous malgré nous, que nous avons engrammé durant notre petite enfance. Mais ça donne des choses que tout le monde connaît. Du sentiment de toute puissance, de l'estime ou de la non-estime de soi, hein, de l'agressivité ou pas de l'agressivité, tout ça, c'est au fond de nous, quoi. Hein. Freud a étudié ça après la guerre de 14. Comment il peut se faire que des gens qui étaient des bons pères de famille, puisqu'il y avait essentiellement que des hommes, pacifiques, gentils, pouvaient devenir, pendant la guerre, des tortionnaires et des gens absolument sanguinaires? C'est bien qu'il y a quelque chose en nous comme ça. Parmi nous, vous savez bien que des fois, on pique des colères quand on dit qu'on est hors de soi. Il y a quelque chose qui agit sur nous. Bon, je ne vais pas vous convaincre aujourd'hui, mais ça fait partie de la subjectivité. Mais ce qui est important pour mon propos, qu'est-ce qui fait qu'on peut se retourner contre soi en tentant de se suicider? Qu'est-ce qui fait qu'on peut faire une dépression nerveuse à cause d'un chef ou à cause de conditions de travail? Quelque
chose, quoi. Et moi, j'ai souvent entendu dire, oh, ils ne se sont pas suicidés à cause du boulot, c'est pas possible. Or, quand on sait l'humiliation que provoque les harcèlements au travail, les sentiments de dégradation de sa personne. Voilà. Donc, vous voyez, la subjectivité, c'est tout ça. Simplement, on ne s'est pas beaucoup préoccupé de cette question-là dans les entreprises, jusqu'au début des années 70, parce que ce qui primait largement, en tout cas du côté de la plupart des salariés, c'était deux choses. D'une part, les équipes de travail, ce que les sociologues appellent les collectifs de travail, avaient une relative solidarité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des concurrences, des gens qui ne pouvaient pas se blairer et tout, mais bon, vous avez tous vous connaissez tous plus ou moins ça. On peut ne pas aimer du tout du point de vue du caractère un collègue, mais reconnaître qu'il bosse bien. Et du coup, on va coopérer. Il y avait beaucoup plus de solidarité de travail, de coopération, d'entraide. C'était très courant quand un mec ou une nana était malade dans une équipe, dans un service. On faisait attention, on prenait un peu de son boulot et tout. C'est beaucoup moins fréquent aujourd'hui, je vais y revenir. Donc il y avait du collectif de travail. Et il y avait beaucoup de eux et nous. Eux, c'est à partir du chef, jusqu'au patron. Et puis, il y avait quand même en France une grosse puissance syndicale. Et donc, un sens de la vie qui attribuait énormément d'importance au fait de se défendre collectivement contre ce qui atteignait ses conditions de travail, sa vie et tout, et pour les améliorer. Il y a eu en France jusqu'en 68, beaucoup de grèves, le syndicalisme puissant, les taux de vote aux élections professionnelles étaient très élevés. Bon. Donc il y avait du collectif pour se défendre et pour être solidaire. Donc ces deux formes de collectif permettaient pour beaucoup d'individus de trouver un moyen collectif de se défendre, de ne pas se laisser avoir, bien que ça existait. Hein, tout. Et donc, de tourner la colère, les revendications personnelles, dans ce combat collectif, vers des responsables. Ce qui se passe, et que je vais essayer de vous démontrer, c'est que tout a été fait depuis 30 ans pour détruire ces collectifs et pour faire que... Alors quand je dis tout a été fait, ce n'est pas des patrons machiavéliques qui se sont mis dans un coin et qu'on dit on va les faire souffrir. Ça ne s'est pas passé comme ça. Tout a été fait, prenez-le de manière neutre. Ce qui s'est passé dans les transformations du management a fait que le collectif s'est considérablement amenuisé, sinon dans beaucoup d'entreprises totalement détruit. La solidarité d'équipe s'est complètement affaiblie. Et aujourd'hui, on parle beaucoup dans l'équipe de travail du chacun pour soi. Hein. Et du coup, n'ayant pas ce débouché collectif à sa colère, à ses revendications, à ses désirs d'en découdre et tout, inversion, on s'en prend à soi-même, plus ou moins consciemment. Il y a un truc absolument extraordinaire, enfin, difficile et extraordinaire. Les troubles musculo-squelettiques, soviétiques, oui.
c'est un beau lapsus de ma part, puisque j'ai un long passé stalinien. Enfin, je n'étais pas stalinien, mais j'ai été longtemps au Parti communiste, que j'ai quitté il y a presque 30 ans, hein, mais la prescription, je pense. Mais ça doit jouer. J'eus admiré l'Union soviétique. D'ailleurs, il y a quelque chose de soviétique dans ce qui se fait aujourd'hui dans les entreprises, de beaucoup plus malin, d'ailleurs, comme néo-totalitarisme. Mais bon, on pourra voir dans le débat. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais ? Les troubles musculo-soviétiques, donc c'est des troubles d'articulation, hein, très souvent coudes et épaules. Et bien, très souvent, il n'y a pas de lésion. Normalement, dans un trouble musculo-squelettique, il y a une lésion. On constate une dilatation, une fragmentation, une usure des cartilages et des os. Bon. Et dans beaucoup de troubles musculo-squelettiques, douleur au coude, douleur aux épaules, douleur aux genoux, pas de lésion. Ça veut dire immanquablement que l'origine d'avoir mal là n'est pas physique. Enfin, elle est physique puisqu'on éprouve d'avoir mal. Mais il n'y a pas de détérioration physique. On est obligé d'en déduire que c'est dans la tête. Et c'est donc inconscient parce qu'on n'a pas voulu consciemment avoir mal au coude ou à l'épaule. C'est donc bien qu'il y a quelque chose en nous qu'en psychanalyse, on expliquerait en disant puisqu'on ne peut pas se retourner contre l'extérieur pour se venger, on se venge contre soi. Le pire étant, quand on se suicide, comme vengeance contre soi, alors qu'on n'est pas responsable de ce qui nous a mené au suicide, bon. Voilà. Alors je vais essayer de vous démontrer comment ça s'est passé, cette affaire de cette détériorisation individuelle et subjective de ce qu'on vit dans le travail. En France, parce que selon les pays, ça s'est passé, le phénomène est le même, hein, mais ça s'est passé différemment. En France, ça part de 68. Je dis ça donc aux plus jeunes qui n'ont pas vécu. Imaginez-vous, vous êtes patron de Renault, d'une grosse PME, et tout d'un coup, dans votre pays, pendant 3 semaines, il y a, selon les chiffres, mais même le moindre est déjà extraordinaire, entre 7 et 10 millions de salariés, employés, ouvriers, cadres, qu'occupe votre entreprise. Horreur! Mettez-vous à la place d'un patron. Pensez bien qu'il s'inquiète, quoi. D'autant plus que c'est une époque où le Parti communiste fait quand même 21% des voix, où le marxisme a du succès, où la notion de lutte des classes, tout le monde la partage. Là, les patrons, ils ont réfléchi, quoi, après 68. Je m'inclus dedans, puisque j'en étais. Malheureusement, nous, les syndicalistes, et en particulier nos directions, n'ont pas beaucoup réfléchi à ce que ça impliquait. Ça s'est surtout traduit dans création de la section syndicale dans l'entreprise, augmentation du pouvoir d'achat. Alors qu'il y avait une demande très forte, personnellement, je ne pense pas qu'il y avait la majorité des salariés qui voulaient une révolution. Ça, c'est mon idée. Mais il y avait quand même une demande d'avoir plus de place, d'être mieux traité, qu'on nous demande plus notre avis dans l'entreprise. Ça, c'est sûr. C'était dans tous les débats des assemblées générales. Et le mot d'autogestion, qui à l'époque avait été lancé par la CFDT, mais ce n'était pas la même qu'aujourd'hui, était très, très courant. Hein. Autogestion, ça veut dire si on n'a pas le pouvoir dans l'entreprise, au moins qu'on ait le pouvoir sur notre aire de travail pour dire comment on veut travailler, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon.
Et les patrons se sont mis à réfléchir énormément là-dessus. Et c'est à l'époque qu'est apparu le terme d'autonomie dans le travail. Grosse supercherie après coup, avec des réelles tentatives de ce qu'on a appelé management participatif, mais là je ne peux pas m'étendre. Donc ils ont réfléchi. Et le CNPF, Conseil national du patronat français, aujourd'hui MEDEF, en 1972, consacre son congrès à cette question. Comment améliorer les conditions de travail pour les salariés, pour qu'ils se sentent mieux? Bon, à l'époque, il lance des initiatives qu'ils appellent équipes d'amélioration des conditions de travail, puis viennent les cercles de qualité. Bon, là, je n'ai pas le temps de faire cette histoire. Pour aboutir, donc là, je fais un saut obligé, pour aboutir précisément à ce qui s'est appelé la gestion individualisée des ressources humaines. Avec derrière une idée vachement importante, qui est précisément une idée qui a trait à la subjectivité. C'est deux Américains qui s'appellent Tom Peters et John Waterman. Mais c'est ces deux-là, mais c'est une réflexion générale dans l'entreprise au début des années 80. Donc, Tom Peters et John Waterman publient un livre qui s'appelle « Le prix de l'excellence », où ils analysent, où ils ont fait une enquête dans une série de grandes et moyennes entreprises qui ont des processus de développement extraordinaires. Ils tirent quelques conclusions, mais surtout ce qui nous intéresse, ils nous en tirent une. Ils disent ce qui fait la force d'une entreprise, c'est quand le management sait faire partager ses valeurs avec tous les salariés. Ses valeurs, profit, satisfaction du client, productivité, compétitivité, c'est clair, hein? S'il se pose cette question, c'est bien parce que la question du partage des valeurs entre les salariés et les patrons, c'est pas évident. Je suppose, j'en suis pratiquement sûr, que peu d'entre vous ici pensent que les intérêts des patrons et ceux des salariés sont convergents. Je suis même sûr qu'il y en a quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous qui doivent penser comme moi, mais qui sont carrément incompatibles. Enfin bon, ça c'est autre chose. Donc vous ne le pensez pas, mais c'est bien sûr. Et eux, ils disent tout simplement, un salarié qui n'aime pas son patron et qui ne partage pas les valeurs de son entreprise, parce qu'il n'aime pas ce qu'il produit, parce qu'il n'aime pas ses méthodes de direction, parce qu'il n'aime pas que le profit se multiplie, enfin, un tas de raisons comme ça. Mais c'est un salarié qui n'est pas aussi productif que celui qui veut y aller à fond, quoi, qui veut s'engager à fond. Et ils disent une chose très importante. En plus, ils disent, compte tenu de l'évolution de la conjoncture, ils disent ça au début des années 80, mais en général, on ne peut pas dire que l'appât du gain, ils disent l'appât du gain, vous vous rendez compte, l'appât du gain, c'est l'envie que ce salaire peut augmenter. On ne peut pas dire que l'augmentation des salaires peut être la seule cause de s'engager à fond dans son travail. Il faut qu'il y ait en plus un élément subjectif, disent-ils, qu'ils ont appelé, et le terme est devenu à la mode à partir de ces deux auteurs, parce qu'avant le terme n'existait pas, ils ont appelé ça la culture d'entreprise. Terme qui n'apparaît en France qu'au milieu des années 80. Je peux vous dire, j'en suis sûr, que dans les années 60-70, on aurait dit culture d'entreprise, beaucoup de gens auraient rigolé. La culture, c'est surtout pas dans l'entreprise, dans
la mentalité de millions de Français. La culture, c'est le savoir, c'est les valeurs, c'est tout ça, mais c'est pas dans l'entreprise, c'est pour produire, point, c'est tout, quoi. C'est pas de la culture. De même que quelques temps plus tard, le patronat français, dans le courant des années 80, a lancé l'idée d'entreprise citoyenne. Ce que passé, je peux vous dire que 20 ans plus tôt, ça ne serait pas passé du tout. Parce que s'il y a bien une institution qui n'est pas citoyenne, 20 ans plus tôt, dans la tête de la majorité des gens, c'est bien l'entreprise. Puisque, ce qui est tout à fait à la limite normal, on peut considérer l'entreprise agit pour son intérêt particulier, et la citoyenneté, c'est l'intérêt général. Enfin bon. Il y a même eu au CNPF, pendant 10 ans, une commission avec des grands patrons, qui était une commission chargée de diffuser, d'analyser ce qui se passait autour de l'idée d'entreprise citoyenne. Et deux grands patrons, dont je ne me souviens plus le nom, un était de Thomson et l'autre, je ne me rappelle plus, ont co-publié un bouquin qui a eu du succès, qui s'appelait « L'entreprise citoyenne ». Voilà. Donc, culture d'entreprise, et donc ces deux personnes, qui ne sont pas n'importe qui, j'ai oublié de vous dire, heureusement je vais le dire, ce sont deux seniors managers de Ernst & Young. Aujourd'hui, Ernst & Young, c'est une grande multinationale du conseil en entreprise. Passez-moi le peu, 45 000 salariés de par le monde, lesquels salariés ne font essentiellement qu'une chose, des enquêtes, d'une part dans les entreprises pour voir comment ça se passe, et à partir de ces enquêtes, donnent du conseil pour corriger les erreurs de management et pour les améliorer d'autre part. Il y en a 4, qu'on appelle les Big Four, les 4 gros. Ils furent 8, puis ils se sont concentrés. Donc il y a Ernst & Young, KPMG, Deloitte, et je ne me rappelle plus le 4e. Bon. Ces 4 grandes multinationales du Conseil sont extrêmement importantes. Parce que c'est elles qui, constamment, sur la base de l'expérience qu'elles ont de ramasser toutes les formes de management, peuvent faire des analyses et conseiller. Ce sont ces 4 Big Four qui ont propagé le lean management, je vous parlerai aussi du benchmarking, dans le monde entier. Et la question de la culture d'entreprise. Donc eux, c'est des seniors. Alors oui, seniors, quand vous entrez dans ce genre de boîte, hein, vous êtes d'abord stagiaire, mais c'est un nom, je ne m'en rappelle plus. Après, vous êtes junior manager, et après, vous êtes senior manager. Alors, senior manager, ça veut dire vous êtes important. Ça existe en France, hein, puisque moi, j'ai fait une enquête à ce qui s'appelle maintenant Orange Labs, ce qui était Recherche et Développement France Télécom, à Mélan. J'avais un contrat de recherche. Et j'avais en même temps donc, des doctorants, des gens dont je suivais la thèse, et un des doctorants, avec qui, d'ailleurs, et Brigitte Font-Lebray, on a écrit ensuite le bouquin qui s'appelle « Pendant qui comptent les morts » sur la souffrance au travail. Et donc, Marin, lui, est devenu junior manager à Orange Labs, en tant que chercheur. C'est pas seulement américain. Évidemment, une petite prime, plus de considération. Voilà ce qu'avait valu, qui s'était fait foutre de la gueule par ses copains de Solidaire, Sud, disons qui collaboraient avec le patronat. Bon, c'est plaisanterie. Donc voilà, c'est pas n'importe qui ces deux mecs. Leur bouquin, c'est un bouquin. Si je me permets de parler d'un bouquin, c'est parce que vendu à plusieurs millions d'exemplaires, traduit dans 50 langues, et lu à l'époque par
la quasi-totalité des cadres moyens, cadres supérieurs et managers. Et donc, l'idée, c'est, alors ils ne le disent pas comme ça eux, mais la question de la subjectivité, donc autour de la culture, autour de l'engagement personnel enfant, autour du partage des valeurs, devient une question importante. Et ils introduisent cette idée, qui vient aussi donc de Toyota, que pour que les gens partagent à fond les valeurs d'une entreprise, sa culture, il faut qu'ils soient individuellement gérés, appréhendés. Et donc apparaît d'abord aux États-Unis et au Japon la gestion individualisée des ressources humaines. Le centre de cette gestion individualisée des ressources humaines, c'est ce que vous connaissez toutes et tous ici, l'évaluation annuelle, de plus en plus biannuelle. Alors ça prend plein de noms selon les entreprises, évaluation de progrès, évaluation des performances, évaluation du travail, mais toujours ce moment où tout seul, nous discutons un petit moment avec notre N+1 qui a devant lui des fiches, qui les remplit au fur et à mesure de la discussion sur principalement deux choses: bilan de l'année ou des 6 derniers mois dans votre travail et quels objectifs pour les 6 mois ou l'année à venir. Les objectifs étant, la plupart du temps, chaque année, supérieurs à ceux de l'année précédente. Et puis, selon la note que vous avez, totalité de la prime promise, partie de la prime ou pas de prime du tout. Ce truc, ça a l'air de rien, parce qu'on se dit dans le fond, je passe une année pendant 1 heure avec l'autre con, il me met la note qu'il veut, j'en ai rien à foutre. C'est là que la question de l'individu est trompeuse. Parce que la personne qui réagit comme ça, elle l'a en tant qu'elle-même, évidemment, ce qui est normal. Enfin, sauf que si on est un peu malin et que plusieurs années de suite on a une mauvaise note, on peut se dire qu'il y a des chances que la future liste de plan de sauvegarde de l'emploi, j'y reviendrai sur cette appellation extraordinaire, hein, il y a des chances qu'on y soit quand même, hein, si on n'est pas dans les meilleurs. Ou si on avait voulu une promotion, ben, elle n'arrivera pas. Voire, j'ai besoin de sous, mais cette année, j'aurais pas, même si elle est maigre, j'aurais pas de prime. Mais c'est une question collective, parce que la direction, elle a au fil des années une fiche d'évaluation de tous les salariés. Et la direction, elle les classe, les salariés. Notamment pour faire les listes de licenciement. Et puis pour dispatcher les uns dans tel service, pour faire des restructurations, qui c'est qu'on met, qui c'est qu'on ne met pas. Eux, ils ont une vision sociale, collective, générale de l'évaluation individuelle de tous les salariés, qui est une méthode de gestion très forte. Et alors surtout, je vous l'avais dit la dernière fois, je le répète, les salariés n'ont aucun droit de citer sur les critères d'évaluation. Nous n'avons pas de droit à participer à l'élaboration de ces critères. Ils sont l'apanage du comité de direction, même pas des cadres supérieurs, le comité de direction qui fixe les critères. Dans les écoles de management, c'est présenté comme ça, c'est appris comme ça. Dans beaucoup d'écoles de management, il y a 3 critères. Savoir, savoir-faire, savoir-être.
Savoir, c'est les diplômes, les formations, les écoles qu'on a faites, avec quelque chose de très important, un changement très important depuis 20 ans, c'est que selon les diplômes, il y avait une relative fixité du salaire à l'embauche dans les entreprises. Maintenant, je le sais à travers mes étudiants qui trouvent du boulot, qui devraient avoir tel salaire en fonction de leur diplôme, on leur dit oh, « toi, tu n'as pas d'expérience, on verra plus tard ». Quand même un changement énorme pour les jeunes quand ils trouvent du boulot. Alors comme ils sont contents de trouver du boulot, surtout qu'en général ils trouvent d'abord un CDD, poupouillette, je me tais. J'ai envie de rester dans l'entreprise, ce qui est tout à fait humain. Savoir. Savoir-faire, c'est l'expérience. Ce que dans le temps on appelait l'ancienneté. Et d'ailleurs, les grilles de toutes les conventions collectives déterminent des évolutions de salaire à l'ancienneté et des possibilités de promotion à l'ancienneté. Légalement, dans le Code du travail, ces deux critères figurent, ils ne s'appellent pas comme ça, mais les diplômes et l'ancienneté, c'est dans le Code du travail. Ça s'appelle, et c'est le terme officiel, qualification. Le mot de compétence apparaît en France milieu des années 80, fin des années 80. Dans le langage, y compris un cadre, y compris un patron, avant on dit qualification. Et puis le mot de compétence arrive. Quelle différence avec qualification? C'est que dans les compétences, il y a le troisième critère. Savoir-être. Alors vraiment, je vous invite à aller sur Internet et vous faites fiches d'évaluation individuelle, vous en avez des dizaines de types de fiches d'évaluation individuelles. Et vous allez au cadre savoir-être. Politesse, relations personnelles, engagement, capacité de parole, gentillesse, profusion de termes attribuables à notre comportement, à notre subjectivité. Mais on est noté en grande partie là-dessus. Alors là aussi, il y a certainement des différences d'appréciation parmi vous. Pour des gens de ma génération, entendre des étudiants, comme pour moi, malheureusement, j'en ai entendu dans mes classes, me dire, mais Monsieur Floris, c'est important qu'on ait des capacités de relation et de correction. C'est bien d'être noté là-dessus, parce que quand même, quelqu'un qui sait être avec tout le monde, qui est affable et tout, c'est quand même mieux que quelqu'un qui fait la gueule. J'ai beau dire, moi je ne veux pas qu'on me juge là-dessus, je regrette, qu'on me juge sur mon travail, point. Bon, compliqué. Et là aussi, alors je me mets là-dedans à fond, j'ai même pas eu le réflexe, comme tous les syndicalistes au moment où l'évaluation individuelle est introduite, de dire deux choses qui sembleraient pourtant tout à fait normales. Exiger qu'on ne soit pas tout seul devant l'ON+1, et deux, se battre pour participer à l'élaboration des critères. On me juge sur des critères que j'ai absolument pas déterminés. Et bon an, mal an, alors il y a plein d'enquêtes, j'en ai fait moi-même, ce truc qui a l'air anodin, parce qu'une fois par an, a une influence énorme sur le comportement des salariés. Et ça, je le sais aussi, moi, par mes enquêtes, toujours un salarié lambda, peut-être vous, et certainement vous-même, va dire « Wow, je m'en fous, c'est pas important ». Et après, quand on fouille, et qu'on va plus au fond, et que dans l'enquête, c'est des techniques d'entretien, on a reçu un peu plus de confiance de la personne, il s'avère que ça joue, hein. L'envie de la prime, l'envie de la promotion, l'envie de ne pas être viré.
Tout le monde y pense. Alors, il y a aussi plein d'autres méthodes sur l'individualisation, mais je suis obligé de passer vite. Celle-là est la méthode centrale. Elle a une conséquence que toutes les enquêtes constatent. Et là aussi, dans les entretiens, dans un premier temps, bon, non, l'équipe, c'est pas mal. Puis quand on fouille, l'ambiance de l'équipe, ça ne va pas. C'est que la conséquence, une des conséquences, mais la conséquence la plus importante de cette méthode de management entraîne la mise en concurrence des salariés entre eux dans une même équipe de travail. Il n'y a pas de prime pour tout le monde, il n'y a pas de promotion pour tout le monde, et il y a ceux qui seront licenciés et ceux qui ne seront pas licenciés. Et tout à fait naturellement, chaque personne prise à part souhaite avoir le maximum de primes, la promotion demandée et pas être viré. Et du coup, de fait, on se bat pour ça. Alors on n'est pas forcément méchant avec les collègues. Vous en connaissez tous, vous en connaissez tous des qu'on a dans langue dans vos équipes de travail. Mais au moins, on fait en sorte quand même de ne pas être le dernier, quoi. Hein. Voilà. C'est ça la mise en concurrence, tout à fait objectif. Et ça, 3 sociologues, il faut quand même que je donne leur nom, parce que je ne pourrais pas dire ce que je dis si je n'avais pas eu le travail de ces 3 sociologues. La prochaine fois, je vous donnerai des éléments. Hein. Un qui s'appelle Christophe Dejour, l'autre qui s'appelle Vincent de Goudjac, et la troisième qui s'appelle Daniel Linhart, ont beaucoup insisté sur cette question de l'individualisation qui provoque la mise en concurrence et donc la destruction de ce qui existait comme solidarité, comme sentiment de collectif dans les équipes de travail, et donc aussi l'affaiblissement du syndicalisme. C'est profond, ça. Hein. C'est vraiment très, très important. Alors, la prochaine fois, on discutera du comment faire. Hein, et comment résister à tout ça, et évidemment, on peut résister à tout ça. Mais là, c'est un peu désespérant, ce que je vous dis. Hein, mais c'est ce que vous vivez. Ça m'étonnerait que vous me disiez le contraire. Voilà, alors je vais terminer par, rapidement, puisque là, je suis un peu trop long, par la question de la... Ah oui, non, là j'ai oublié une chose, excusez-moi. Et vous voyez bien que ce mode de management, et vous l'observez en tout cas fortement autour de vous, que du coup, c'est une façon de diriger et de gérer qui fait forcément appel, alors après on y réagit plus ou moins, mais qui fait forcément appel, chez nous, à notre engagement maximal. Philippe rappelait tout à l'heure corps et âme, ça veut dire pas seulement dans l'intensité physique de notre engagement du travail, mais aussi dans ce qu'on appelle la prise de tête, quoi. Il faut qu'on s'engage. Et les cadres et l'encadrement et le patronat fait constamment appel à cet engagement au nom de la compétitivité, de la guerre entre les entreprises, de la nécessité d'être les meilleurs dans le combat de la mondialisation. C'est un appel, ce truc, vraiment, à l'engagement total de soi, subjectivement et physiquement. Et beaucoup tombent dedans. Pour ces raisons, tout simplement qu'on n'aime pas être mal apprécié, mal jugé. On n'aime pas être en dehors du collectif. Pour l'estime de soi, la volonté d'être intégré, elle est forte. Et puis aussi, on a envie de battre des records. C'est en nous, ce sentiment de toute puissance. Se montrer le meilleur, d'être à la hauteur. Et puis cette tendance, quand on n'est pas à la hauteur, on n'a pas atteint les objectifs, c'est un peu de ma faute quand même, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Vous voyez, cette notion de subjectivité, comment elle est retournée. Hein? Au lieu de c'est la faute du patron ou c'est la faute du cadre, je ne suis pas bon. Et ça, alors je vais vous dire, hein, tous les psys, tous les médecins du travail, tous les sociologues dans les entretiens, moi j'en fais depuis
J'en ai fait pendant 2 ans hein, chez les postiers, ça revient constamment, quoi. Ouais, moi, je suis pas bon. Non, mais c'est quoi cette histoire? Dans le temps, on disait pas, faut que je sois le meilleur et tout. Je fais mon travail. Voilà. C'est pour ça que je suis payé. D'ailleurs, je n'ai pas tellement envie d'en faire plus parce que je ne suis pas assez payé. Maintenant, il faut être le meilleur, la performance, le mot d'excellence. Et évidemment, parce que c'est comme ça, les plus fragiles ne sont pas ceux qui sont les plus fragiles psychologiquement. Les plus fragiles, ceux qui font les tentatives de suicide, qui tombent en dépression, qui font des TMS, constatés par les psys et les médecins, c'est en général ceux qui se sont mis le plus à fond dans le boulot, sans distance. Et quand survient un problème, un échec, une critique, flaf, effondrement total de soi. Je parlerai de la question de la souffrance un peu plus la prochaine fois. Alors, je termine à la hache en disant, je termine à la hache sur la communication managériale. Il y a un appareil de propagande managériale depuis 30 ans extraordinaire, qui nous apparaît comme normal à travers les journaux, à travers les événements, les campagnes intérieures, tout ça. Bon. Je vais insister surtout sur un aspect, avec quelques mots, comment les mots ont pu changer en 30 ans, qui montre bien comment cette communication managériale a travaillé nos valeurs et notre appréhension de l'entreprise. Tout le monde dit aujourd'hui un manager. Le mot de patron vient aussi, mais manager. Avant les années 80, on ne disait pas un manager. On disait, les cadres disaient un manager. Mais parmi tous les salariés, on disait un patron, quoi. Le mot d'ouvrier, dans le langage managérial, avant on disait ouvrier, maintenant on dit opérateur. Avant, un manager disait mes subordonnés, mes employés, et tout, et maintenant il dit, vous le savez, mes collaborateurs. Avant, on disait chômage, licenciement, et puis on a dit plan social, et puis maintenant on dit plan de sauvegarde de l'emploi. Celui qui a trouvé ça, il est extraordinaire quand même. Hein. Et nous, on le dit. Ouais, c'est un mot. C'est un mot. Ouais, vous êtes viré pour sauvegarder l'emploi. Super. Bon, j'en ai 30 ou 40 comme ça, et comme il faut que j'arrête. Constatez une chose, et ça aussi, c'est ce qu'on appelle de la subjectivité, et que les mots sont vachement importants. Parce que je ne suis pas dans la même attitude quand je dis un patron que quand je dis un manager. Je ne suis pas dans la même attitude quand je dis chômage ou quand je dis sauvegarde de l'emploi. Je ne suis pas dans la même attitude quand je dis ouvrier et quand je dis opérateur. Les anciens mots, bon, je ne suis pas nostalgique, hein, c'est comme ça, mais les anciens mots avaient un caractère un peu conflictuel, voire négatif. Bon, aujourd'hui, pour le patron, vous n'entendez plus personne, sauf les vieux, dire le taulier. Et les nouveaux mots, ils ont l'inverse, un caractère consensuel et technique, comme opérateur. Donc, rien qu'à travers ces mots, mais alors là, bon, comme j'ai enseigné dans un institut de communication, j'ai beaucoup étudié la communication managériale, on pourra en parler des heures et des heures. Mais il y a vraiment une action, une intervention sur la subjectivité, à la fois pour qu'on s'engage corps et âme et pour qu'on adopte ces valeurs et ces expressions du management. Et je conclus en disant, il n'y a pas eu une démarche volontaire dès le début pour nous tromper, ça ne se passe jamais comme ça. Mais au fur et à mesure des expériences, du lean management, du benchmarking, j'y reviendrai et tout,
les dirigeants d'entreprise se sont rendus compte que faire appel à nous individuellement, c'est une bonne manière, d'une part, de nous rendre les plus productifs possibles, et d'autre part, d'empêcher nos liens collectifs. Voilà, c'est fini. Il reste combien de temps? Pas beaucoup. Je suis désolé, je ne pouvais pas faire autrement. Mais alors, la prochaine fois, par contre, je parle une demi-heure, puisque la prochaine fois, c'est bon. C'est... Excuse-moi, comment on peut résister à ce mode de management? Donc, je ne parlerai qu'une demi-heure et on débattra beaucoup plus.